Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous fais ma pile à lire du mois de décembre. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du calendrier de l'Avent Booktube Québec. Donc, hier, le calendrier était sur la chaîne de Book and a Cup. Je vous mets son lien si vous voulez aller voir sa vidéo. Et demain, le calendrier se dirigera vers la chaîne de Salomé, les Bibliopholies de Salomé. Donc, vous pourrez aller voir ça demain. Aujourd'hui, j'ai mis ma tuque, j'ai mis 2 décorations, c'est tout ce que je pouvais faire de plus pour vous parler des livres que je vais lire en décembre. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'il n'y aura pas de romance de Noël ici. J'étais un peu ambivalente quant à quoi lire au mois de décembre. Si vous avez vu la vidéo de Sous le ciel, elle a fait un peu comme une pile avec tout ce qu'elle n'avait pas lu dans l'année. Puis j'avais moi-même pensé à ça. Écoute, vous pouvez dire que je la copie, mais elle le sait. Ben, pas que je la copie, mais que j'avais pensé aussi. Sauf que, compte tenu que je respecte assez bien, ma foi, mes piles à lire, j'avais l'impression que j'aurais pas grand-chose là-dedans. Finalement, j'ai regardé ça un petit peu plus tard et quand même, il y a 8-9 livres que je n'ai pas lus. Donc, ça pourrait être ça. Cependant, lorsque j'ai commencé à regarder ça, j'étais aussi dans un moment où j'ai DNF une tonne de livres, où ça allait mal, et que je regardais les possibles livres que j'allais mettre dans mon top de l'année et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, en discutant avec des gens, là, je me suis dit, hey, je vais pas m'imposer des livres que je voulais pas lire pendant l'année. Je vais commander plein de livres que je veux lire, puis ça va être ça ma pile. Mais là, finalement, j'ai tout commandé ça, fait que j'ai un mix des deux, et je ne sais toujours pas plus quoi lire. Donc, allons voir ça. Commençons par les livres que je n'ai pas lus cette année, qui faisaient partie de mes piles à lire, et que je n'ai pas reporté, que j'ai juste ignoré. Alors, en janvier, ça a bien été, j'ai tout lu ce que je devais lire. En février, je devais lire des livres roses, donc j'avais Fille de Marie d'Arcigny, que je n'ai pas lu. En fait, je pense que je l'avais commandé à la bibliothèque, puis il n'était pas arrivé à temps, donc finalement, là, il est commandé, et je vais pouvoir le lire, là, il est tellement petit, oh mon Dieu! C'est minuscule, puis à l'intérieur, ça a l'air sous format, comment je fais pour vous montrer ça? Genre de poème, c'est des minuscules petits chapitres. Qu'est-ce que ça dit? Drôle, touchante et crève-cœur, la poésie de Marie d'Arcigny allie nostalgie de fond de tiroir et chants de Spice Girl crinqués au vin de dépanneur pour mettre des mots, beaux ou pas beaux, sur l'ordinaire et le quotidien. Parce qu'il faut bien se montrer nos affections, lentement mais sûrement. Fille, c'est la plainte de celle qui quitte le bar après le last call, celle qui fixe le vide de l'hôpital jusqu'à ce que les murs ondulent, c'est l'idée entêtante que tout ira toujours plus mal, que rien ne sera salutaire, que le fond arrivera plus vite si on gratte le bobo jusqu'à en scraper sa manicure. C'est toutes ces petites blessures qui se font facilement et qui cicatrisent mal. Un autre livre rose que je n'ai pas lu en février, c'est celui-ci, Les nouveaux petits souliers dans l'entrée d'Amy Lachapelle. Amy Lachapelle? Depuis le décès de sa mère, Stéphanie ressent un grand vide dans sa vie. Un vide qu'elle cherche désespérément à combler. Après une discussion avec sa grande amie, qui œuvre à la DPJ, elle décide d'ouvrir les portes de sa confortable existence pour devenir famille d'accueil avec son conjoint et leur fils. Une idée qui créera de petites tempêtes, mais elle apprendra vite qu'au fond, la famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang. Quand même des thématiques qui m'interpellent beaucoup dans cet ouvrage-là, mais c'est pas un ouvrage facile. Je pense que ça va être quand même quelque chose de délicat. En mars, j'ai tout lu. En avril, si vous vous souvenez bien, c'était le défi de Sylvain Desmenties où il fallait lire un seul livre que j'ai lamentablement échoué et je n'ai même pas lu le livre que je devais lire, c'est-à-dire le 5e tome d'Outlander. Habituellement, par contre, Outlander, je le lis toujours fin décembre, début janvier, donc ça serait pas surprenant que ça arrive cette fois-ci, mais c'est ça, un beau fail pour le mois d'avril.
Par la suite, j'ai fait comme une pile à lire de 2022 de tout ce que je voulais lire. Et il y a 2 livres qui n'ont pas été lus de cette pile-là. Il y a Sa Sainteté, le Dalai Lama, Cheminer vers l'éveil, qui est d'ailleurs dans ma liste de M.H. Tapal, donc qui devrait être lu cette année, celui-là aussi. Je doute que ça puisse arriver. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Notre perception erronée du monde, dont les racines sont, selon le bouddhisme, le désir, la haine et l'ignorance. À l'origine de nos comportements nuisibles, ces 3 poisons nous conduisent aussi à un individualisme en contradiction totale avec la nature de notre société, fondée sur l'interdépendance des hommes entre eux. En ce début de millénaire où un changement profond de la société s'accélère, le Dalai Lama nous invite à rechercher une voie médiane où le confort est à la fois matériel et spirituel et au bénéfice de tous. Sinon, il y avait le livre Chère Lorette de Michel David. Celui-là, ça me tente pas plus que ça. Pour des raisons, je sais pas, ça n'a pas de sens, parce que je suis en train de lire une série historique de Michel David et je l'aime. Et j'ai aucun doute que je vais aimer cette histoire qui se passe en 1930. On suit la petite Lorette brûlée dans une petite famille pauvre, dans un petit village de Montréal. C'est sûr que je vais aimer ça. Mais là, je vous le dis, là, ce livre-là va être lu en 2022. There's no way qu'il revient en 2023. Je suis assez tannée d'en entendre parler, puis de pas l'avoir lu. Je vais le lire en 2022. S'il faut que ça soit ma prochaine lecture, ça sera ça. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais lire en mai? Chère Lorette. Qu'est-ce que je n'ai pas lu en mai? Chère Lorette. Puis je pense que c'en est un que j'ai repoussé une couple de fois dans ma pile à lire. Ça fait dur. En mai, il n'y avait pas juste Chère Lorette. Il y avait aussi La Cour des ténèbres de Victor Dixon. En fait, ce livre-là, je l'ai commencé. J'ai lu à peu près un tiers. Puis là, c'est dans la période que j'ai su que j'étais enceinte, puis j'avais vraiment des goûts étranges, puis lire des vampires pendant cette période-là, genre mes 2 premiers mois, ça me tentait pas pantoute. Et pourtant, là, ça fait quand même plusieurs mois, j'ai encore un vif souvenir de ma lecture, donc je me dis, je pourrais peut-être essayer de le terminer, parce que c'était pas un DNF, c'est pas un genre de livre que je lis, ça me plaît pas, c'était vraiment un DNF, je peux pas lire ça là. Je me sais plus comment elle s'appelle, la protagoniste. Jeanne, puis là, il y a un vampire qui la croise, mais il s'est passé un drame aussi, ah oui, avec son petit ami, puis tout ça, elle voulait... Elle était avec quelqu'un qu'elle devait pas être. Puis là, il y a eu un drame, puis là, elle rencontre le vampire, puis elle s'en allait à un château. C'est très flou tout ce que je vous dis, mais j'aime beaucoup Victor Dixon, donc peut-être que je vais le lire. En même temps, c'est plus le temps des vampires au mois de décembre. Mais bon. En juin, c'est vraiment le mois où j'ai moins lu. Comme je vous disais tantôt, là, la grossesse m'a attaqué comme une pile de briques et j'ai lu des petits livres. J'ai complètement changé de pile à lire. Je pouvais pas lire ce que j'avais planifié. Là, je me rends compte qu'il y en a un que j'ai même pas reloué. À quel point je veux pas le lire, on dirait. C'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse, que j'avais mis sur cette pile-là parce que Sous le ciel, vous voulez avoir mon avis. De façon générale, c'est super bien aimé, mais il y a aussi comme des commentaires par rapport à les réseaux sociaux, puis par rapport à son poids. C'est comme une influenceuse qui prône de s'accepter tout ça, mais dans le fond, elle-même ne s'accepte pas tant que ça, puis c'est beaucoup du paraître et tout. Donc, ça a l'air que je l'ai pas loué. Je veux pas le lire. Sinon, il y en avait 2 autres aussi que j'ai pas lus, puis c'est dommage parce que c'était aussi dans le cadre de Gélie autochtone. Il y a Niche, Le Nord et le Sud, le premier tome de la série, par Isabelle Picard. On suit Léon et Héloïse, qui ont une vie qui sort de l'ordinaire. D'abord, ils sont jumeaux. Vivre en double à l'adolescence, ce n'est pas toujours facile. À Matimécuche, une communauté inoue du nord du Québec, leur quotidien sera bouleversé pour toujours. Une disparition mystérieuse dans le village les amènera à comprendre la fragilité qui les entoure, le territoire et ses dangers. En réalisant un travail pour l'école, Héloïse fait une découverte des plus troublantes. Au gré des discussions avec sa coucoume, sa grand-mère,
Elle lève le voile sur l'histoire de son peuple, ses victoires, mais aussi ses batailles perdues. Héloïse et ses deux meilleurs amis feront tout pour faire connaître ses injustices. Léon, de son côté, passe tout son temps libre à jouer au hockey. Cependant, sa communauté ne compte pas assez de joueurs pour lui permettre de s'épanouir dans une ligue de haut niveau. Comment prouver à tous qu'il possède le talent d'un grand joueur? La vie des jumeaux bascule lorsque leur père apprend qu'il est atteint d'une grave maladie et qu'il doit se faire soigner à Québec, loin, très loin de sa famille. 942 km au sud, pour être exact. Léon et Héloïse sauront-ils s'unir pour traverser cette épreuve? Le seul X, c'est que j'ai pas tant l'impression que j'ai envie de lire du jeunesse. C'est écrit assez gros, puis est-ce que j'ai le goût de commencer une série? Toutes ces questions sans réponse. L'autre ouvrage que j'avais, c'est La saga des Beothuk de Bernard Assinioui. Aux alentours de notre an 1000, un jeune Indien Beothuk, Anin, fait le tour de ce qu'il croit être le monde, l'île de Terre-Neuve. Ce périple et sa rencontre avec des Vikings établis au nord de l'île ouvrent brusquement pour lui et son peuple l'espace de la géographie et des civilisations. Fondateur d'un nouveau clan, Anin est l'ancêtre de tous les personnages dont la geste ici racontée finit par former, jusqu'au terme d'un lent et inexorable génocide, la saga d'une nation aujourd'hui disparue. Oula! Historique, mythologique, épique, ethnographique, ce grand roman sur le peuple Beothuk apporte une passionnante contribution à la redécouverte des civilisations indiennes, en même temps qu'il éclaire un épisode particulièrement dramatique de la conquête blanche de l'Amérique. Et l'auteur appartient lui-même à la communauté des Cris. Ouf, je m'attendais pas à ça. Juillet, août, septembre, octobre, j'ai tout lu ce que j'avais à lire. Novembre, ben ça c'est tout récent. En fait, c'est deux livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Il y a Éloi, de Samuel Champagne, que je vous disais que c'est la suite de Garçons manqués. Donc, j'aimerais bien tout finir ce que je dois lire de Samuel Champagne ce mois-ci. Et dans le cadre de mes sectes, il y avait The Boy on Fire d'Emma Green que j'ai dû aller rapporter parce qu'il y avait des réservations. Donc ça, c'était dans mes plans aussi. Quoique c'est peut-être pas si grave parce que je pense que ma vidéo des sectes va peut-être être publiée davantage en janvier qu'en décembre. Et je pense que je vous avais parlé aussi de livres de Narnia. J'en ai-tu parlé? Je sais plus. Parce que j'avais commencé une vidéo sur les livres mentionnés dans Dawson's Creek et il parle du livre, le tome 2, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Là, je savais pas si c'était bien important de lire le tome 1 avant le tome 2, puis une majorité de gens qui m'ont dit non, que je devrais comprendre quand même. C'est par C.S. Lewis. C.S. Lewis. Je suis pas sûre si je vous en avais parlé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres que je n'ai pas lus, que j'aurais dû lire. Et là maintenant, allons à l'autre section, la section bonbons, la section que j'ai louée parce que j'ai vraiment envie de les lire. Celui-là, je le vois partout, tout le temps. Il m'intrigue abondamment. 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Alain épouse Virginie en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. En apparence, ce sera le plus beau jour de sa vie, de leur vie. Tout le monde est là, les parents de la mariée, la grande amie, les parents du narrateur, Libanais d'Égypte immigrés au Québec il y a 30 ans, divorcés depuis 20, qui ne se parlent plus depuis 10, mais à l'approche de la célébration, Alain va plus mal que jamais. Les insomnies sont de retour, l'angoisse et la maladie aussi. Et aujourd'hui, son cousin Édouard, son garçon d'honneur, son frère, père pied, emporté par la mécanique folle d'un déni aux proportions bibliques. Alain prie pour que le sort les épargne, pour que ce grand jour en soit un de fête et de guérison. Or, un nom ressurgit au détour d'une phrase, un nom maudit, remonté du fond de sa mémoire, là où gisent la honte et la douleur des années sombres, un nom que rejoigne bientôt une voix, un corps, une histoire. Un fantôme se fait chair qui a plusieurs visages, et tout ce qu'on a voulu oublier, de tout ce qu'on a refusé de voir, tout ce qu'on a détesté, vient réclamer son dû. Comme on fait son lit, on se couche, car la vie, il y a Alain, est un piège qui sommeille dans la prison du temps. Oui, la vie, il y a Ebony,
Souviens-toi, ne dure pas quelques joies de grande peine, mille secrets, mille dangers. Ça a l'air fascinant. Fascinant. Celui-là, je l'ai beaucoup poussé aussi. Bon chien qui parle de la danse. En arrière, il n'y a pas grand-chose. Ça dit pieds, jambes, hanches, épaules. Pieds, arches insuffisantes, contraint grandement le travail sur pointe. Problème rédhibitoire. Jambes, manque de puissance. Hanches, aucune rotation externe, aucun en dehors. Problème rédhibitoire. Épaules extrêmement tendues, crispation permanente. Ça dit toujours pas grand-chose. Habituellement, les hamacs en résumé en arrière. Donc, écrit par Sarah Desrosiers. Celui-là aussi, je pense que j'en avais parlé cette année que je voulais le lire. Il y a quelqu'un qui m'avait mentionné que dans le collectif de nouvelles Magané, 9 nouvelles d'autrices sur la fatigue, sous la direction de Vanessa Courville, il y a une nouvelle écrite par Fanny Demeule, qui se nomme « Comment ça va ». Est-ce que je l'ai lu? Parce que je viens de lire le dernier recueil de Fanny Demeule. Il y a aussi Marie-Pierre Lafontaine avec Le poids de l'enfance. Donc ça risque pas d'être des lectures faciles, mais c'est des lectures qui vont quand même assez rapidement parce que ce sont des nouvelles. Sinon, ben il y a Croc fendu dont j'ai parlé beaucoup. Puis là, j'étais en train de parler avec comment il s'appelle son compte? J'ai juste son vrai nom. C'est une nouvelle chaîne Bookstagram. Les lectures hallucinées. Et il me dit, oui, il faut vraiment que tu le lises. Elle grandit au Nunavut dans les années 1970. Elle connaît la joie, l'amitié, l'amour des parents, l'art du camouflage et de la survie. Elle connaît l'ennui et l'intimidation. Elle connaît les ravages de l'alcool, la violence sourde, le courage d'aimer les petites peurs. Elle connaît le pouvoir des esprits. Elle scande en silence le pouvoir brut, amoral de la glace et du ciel. Donc, par Tania Tagaq. Ça fait un petit bout que je voulais quand même le lire celui-là, puis ça tombe bien pour décembre, il est blanc. Je voulais aussi relire Mathieu Simard, j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo, genre 25 livres québécois dans ma liste de Goodreads, puis Cindy m'a dit que celui-là, c'était son préféré, Cindy Landes Booktube. Moi, j'ai lu Les Écrivements, puis c'était correct, donc peut-être que celui-là, ça va mieux fonctionner. En arrière, c'est un dialogue. C'est fini, m'as-tu dit. Ça marche plus. Mais on est heureux, non? Non. On est immortel, non? Non plus. Je peux changer. Je te demande pas de changer. Tu t'es levé et tu es parti. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, en me réveillant toutes les 2 heures pour boire. Mais peut-être que celui-là, ça va plus passer. Sinon, j'ai celui-là aussi que j'avais parlé dans mes livres bleu que je voulais lire. Les danseurs étoiles parasitent ton ciel de Jolène Ruet. Pour Prunelle, c'était écrit dans le ciel. Après ses études à l'école de ballet, elle serait embauchée par une grande compagnie de danse. Jamais elle n'avait envisagé un futur où elle troquerait les rigoureuses séances d'entraînement contre une jobine dans le fin fond de Schlager Maisonneuve, la musique classique contre le punk et le ska, et les souris de casse-noisette contre l'authentique vermine urbaine. Elle devra plus que jamais s'accrocher aux paroles de la danseuse Marie-Agnès Guillot. C'est dans la chute que je prends mon élan. Une belle couverture en plus. Et finalement, il y a 3 ouvrages que je veux lire pour l'anniversaire de Sous le ciel qui se déroulera au mois de janvier. Donc, début janvier, ce qui fait en sorte que c'est mieux si je les lis pendant le mois de décembre qu'en rush au début janvier. Celui-là, que j'ai eu dans ma bibliothèque pendant des mois, ça n'a pas de saint bon sens, le 13e conte de Diane Setterfield. Vinda Winter, auteur de best-sellers vivant à l'écart du monde, s'est inventé plusieurs vies à travers des histoires toutes plus étranges les unes que les autres et toutes sorties de son imagination. Aujourd'hui âgée et malade, elle souhaite enfin lever le voile sur l'extraordinaire existence qui fut la sienne. Sa lettre à sa biographe Margaret Léa est une injonction. Elle l'invite à un voyage dans son passé à la découverte de ses secrets. Margaret succombe à la séduction de Vida, mais en tant que biographe, elle doit traiter des faits, non de l'imaginaire, et elle ne croit pas au récit de Vida. Les 2 femmes confrontent les fantômes qui participent de leur histoire et qui vont les aider à cerner leur propre vérité. Elle m'avait dit qu'il y avait quand même une similitude entre les 7 maris d'Evelyn Hugo. Par contre, là, je suis en train de lire que c'est dans la même veine que le célèbre livre Rebecca de Daphné du Maurier, que je n'ai pas terminé.
Donc, que penser? Que faire? Ben, je vais le lire de toute façon pour son anniversaire, mais là, j'ai un petit peu plus la chienne que je l'avais il y a 2 minutes. 3 livres, donc l'autre, c'est celui-ci, Dernière nuit à Montréal, d'Emily St. John Mandel. C'est l'histoire de Lilia, enlevée à 7 ans par son père, et de la longue cavale qui dura toute son adolescence. C'est l'histoire de Christopher, le détective engagé par la mère de Lilia pour la retrouver, et de sa fille Michaela, qui rêvait d'être funambule avant de finir dans une boîte minable de Montréal. Michaela sait ce que Lilia a toujours ignoré, la raison de sa cavale. C'est enfin l'histoire d'Ellie, étudiant passionnée par les langues et la fragilité des sentiments qu'elles servent à exprimer, qui a hébergé Lilia à New York suffisamment longtemps pour tomber amoureux d'elle et partir à sa recherche lorsque, une fois de plus, elle s'enfuit. C'est dans une Montréal hypnotique que se dénouera cette histoire de fenêtres brisées et de neige, une histoire en forme d'éclat de miroir brisé qui, une fois reconstituée, dessine une vision déchirante du monde. Intéressant, le fait que tous les personnages sont interreliés, parce que sur le coup, j'avais peur de la quantité de personnages. On verra bien ce que je vais en penser. Et le dernier, c'est celui-ci, Parce qu'il le méritait, de Peter Swenson. Londres-Boston, vol de nuit. Ted Severson rencontre la superbe et mystérieuse Lily Kintner. On bavarde, on boit des cocktails, et voilà que peu à peu se déclenche un jeu de la vérité où, un détail après l'autre, Ted se dévoile à Lily. Il a trouvé en elle une oreille bienveillante et se met à lui raconter l'échec de son couple. Il en est certain, Miranda, sa femme, le trompe. Il en vient même à confier qu'il tuerait bien l'épouse volage. Pour Ted bafoué, l'idée semble même presque raisonnable, d'autant plus que Lily déclare le plus sérieusement du monde qu'elle est prête à l'aider. Après tout, des tas de gens méritent de mourir parce qu'ils mentent, trompent l'aimé ou blessent les autres sans remords. Mais Lily n'a pas tout dit à Ted. Elle s'est bien gardée de lui révéler son passé de tueuse et d'experte en tromperie. Les conspirateurs se retrouvent ainsi vite pris dans un jeu de chat et de la souris les plus dangereux. Ma foi, ça a l'air intéressant. Donc, ce sont tous les livres que je pourrais lire au mois de décembre. Est-ce que je vais être capable de lire tous ces livres-là? J'en doute fortement. Mais je vais piger là-dedans. Peut-être même que je vais le faire au hasard. Je vais peut-être faire ça sur Instagram. Je vais demander à Google de choisir mes lectures une à la fois. Comme ça va éviter que je lise pas ceux que j'ai pas envie de lire. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des livres que faut que je lise, que je n'aurais pas lus. On est au mois de décembre. Le temps des fêtes, la magie, j'ai pas le temps de me casser la tête avec ça. Mais ça va être ces lectures-là que je planifie de faire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.